Était là, je crois. Donc, dans cette question, on nous demandait de calculer de deux manières différentes l'indice de l'Asper, c'est ça, hein, l'indice de l'Asper des prix. D'accord. Donc, les deux manières différentes pour calculer l'indice de l'Asper des prix. Ici, c'est entre 1990 et 2000. Ça, hein. Donc c'est l'année 0 par rapport à 90. D'accord. La méthode directe, c'est juste à chaque fois de comparer les prix en 2000 avec les prix en 90. D'accord. Donc c'est un indice de prix. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'un indice de l'Asper, on va figer les quantités à l'année initiale, c'est-à-dire à l'année 90, vous êtes OK? Et on multiplie par 100. Ça, c'est la manière directe, on l'a déjà vu largement. Et la manière indirecte, c'est utiliser les propriétés de l'indice de l'Asper. On a donc démontré la dernière fois, dans le cas où il y avait deux biens, c'est qu'un indice de l'Asper, on peut aussi le construire à partir des indices de prix de chacun des biens. À partir des indices de prix de chacun des biens. Les indices élémentaires de prix de chacun des biens. Pondérés par quoi? Pondérés par la part budgétaire de chacun des biens dans le panier de consommation initiale. Donc, bon, si on utilise les notations somme, toujours un peu lourd, après tout, elles existent, donc de temps en temps, on peut en faire un peu. Ce que j'appelle le coefficient budgétaire, c'est donc le coefficient budgétaire que je note alpha de l'année 90, d'accord? Bien sûr, ces coefficients budgétaires de l'année 90, ils somment à 1, mécaniquement, puisque vous allez dépenser l'intégralité de la dépense, c'est comme ça qu'on les calcule. Et puis, vous les multipliez par quoi ici? Vous les multipliez par des indices élémentaires, d'accord? Des indices élémentaires du prix du bien I. Je vais noter ça comme ça, d'accord, entre 0 et 90. Et ceci, ce n'est rien d'autre que le prix du bien I l'année 2000 divisé par le prix du bien I l'année 90 multiplié par 100. D'accord? C'est ça cette technique. C'est bon? Donc bien sûr, ça va fonctionner. N'oubliez pas que cette pondération, c'est pondération somme à 1. Donc quand on nous demande de le faire à partir des indices élémentaires, on nous demande de le faire à partir de ce calcul. Donc c'est un peu rébarbatif. Vous voyez que d'un point de vue calculatoire, ici, ce qu'il faudrait faire, c'est à chaque fois calculer pour l'année 90 les coefficients budgétaires, et puis ensuite utiliser les indices de prix correspondant au lieu de l'année. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est au lieu de l'écrire littéralement, c'est de tenter de le faire sur Excel, d'accord? Donc on en était là, je crois. Donc c'est l'exercice 2, l'exercice 3. Ok, le tableau dont on part, c'est celui-là. Les coefficients budgétaires, ici, je les ai calculés. Donc, comment on fait pour calculer un coefficient budgétaire? On prend simplement la dépense dans le bien 1. Ok. Sa dépense, elle était de 316,40 €, 316 milliards d'euros, et vous le divisez par la dépense totale. Et vous calculez comme ça les coefficients budgétaires qui sont ici. Ok. Donc ça, c'est les trois coefficients budgétaires. Ensuite, une fois que vous avez ces trois coefficients budgétaires qui sont indiqués là, vous allez les combiner avec les indices élémentaires de prix pour chacun des biens en question. Donc, où sont-ils dans mon tableau? Vous voyez, ils sont là, d'accord? Ici, j'ai calculé, ça c'est les indices de valeur, c'est où ça? Ah oui, c'est là, les indices de prix sont là. Ok? Indice de prix base 100, 2000. Donc, c'est ces quatre indices qu'on va combiner. Ok? On les a déjà calculés. C'est les indices de prix qu'on a déjà calculés. Donc, qu'est-ce que vous faites?
vous prenez juste, puisque on indique dans ce tableau qu'on peut calculer l'indice de prix, donc c'est cet indice-là, d'accord? On va le recalculer. C'est l'indice de l'Asper des prix 2000 par rapport à 90 en utilisant les indices élémentaires. Donc pour le faire, vous voyez que cette somme ici, ce n'est rien d'autre que la somme d'un produit. Le produit de quoi? Produit des indices élémentaires par les indices. D'accord? Donc la fonction Excel que je dois rentrer ici, c'est somme prod. OK? Je commence comme ça. Alors j'ai mis 2 S à somme, donc ça ne va pas aller. Donc somme prod de quoi? Donc c'est ça, hein, somme prod, c'est cette fonction-là. Bon, ça ne sert à rien que je demande l'aide. Je sais m'en servir. Donc il faut que j'aille toper au-dessus les indices élémentaires de l'année 90, puisque c'est en 90 qu'on les prend. D'accord? Donc c'est un vecteur colonne qui est ici. OK? Donc voilà, ça c'est mon premier élément. Et puis après, je dois les combiner avec quoi? Je dois les combiner avec les indices élémentaires de prix de 2000 par rapport à 90. C'est exactement la colonne sur laquelle je suis là. Vous voyez, indice de prix 2000 par rapport à 90, c'est base 190. Et donc c'est 2000. OK? Donc je le prends là. C'est donc ici. Je vérifie bien, sinon ça n'a pas fonctionné, que bien sûr il y a le même nombre d'éléments au vecteur. Hein. Il y a 4 biens, donc il y a 4 coefficients budgétaires et il y a 4 indices. Et si vous cliquez dessus, logiquement, vous faites la moyenne pondérée de tous ces indices par les coefficients budgétaires, qui sont exprimés en pourcent, donc il n'y a pas de problème, et vous trouvez le résultat. D'accord? Et le résultat que je trouve, évidemment, il est parfaitement, j'ai trouvé 120,37 machin, etc. Ce résultat, il est évidemment parfaitement équivalent à celui qui est à côté qu'on avait calculé directement. Pourquoi? Parce que cette relation, c'est une égalité, c'est pas une approximation. Yes. Et sur des indices élémentaires. Quoi? Vous pouvez nous demander de calculer à partir des indices élémentaires? Bien sûr. Comment ça on pourrait vous demander? Là, c'est ce qu'on vous demande. Non. Bah oui, bien sûr. Ah, au contrôle. Tout le programme est au contrôle. D'accord? Et le jour du contrôle, vous n'avez pas besoin d'Excel. Moi, je ne suis pas là pour refaire des additions et des soustractions au tableau. Vous prenez le truc, vous le réécrivez, j'en profite pour faire du Excel. Évidemment, dans ces cas-là, il faut prendre votre calculette et le faire. Ce qui est particulièrement rébarbatif. Et pas très intéressant dans la vie courante. Mais c'est un examen. C'est à vous aussi de reprendre et d'appliquer. Moi, je ne vais pas écrire des additions 1 plus 2 égale 3 au tableau. Je fais du Excel. OK? Donc c'est bon, vous avez compris ce principe? Et vous avez compris comment on a obtenu le résultat? La démonstration, je ne pense pas qu'on va vous demander la démonstration à l'examen, puisque de toute façon, on vous demande un QCM. D'accord? On ne peut pas vous demander de démonstration. Mais comprendre comment j'ai obtenu le résultat, je l'ai fait la semaine dernière. C'était ici. Je l'ai fait aussi en cours. OK? Donc reprenez aussi pour comprendre comment on obtient le résultat. C'est basique. Et c'est la bonne logique. La bonne logique, c'est quand vous cherchez un indice d'inflation, augmentation des prix, ou d'indice de prix, vous allez regarder comment le prix de chacun des biens a augmenté, et puis vous allez faire une moyenne de ces augmentations de prix. Moyenne par quoi? Moyenne par les coefficients budgétaires. D'accord? Donc c'est assez intuitif. Et parce que c'est un Lasper, c'est par les coefficients budgétaires initiaux. Pour un page, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu en cours mardi, si vous suivez mon cours. En utilisant l'une des deux méthodes de la question 5, calculer l'indice de quantité de l'Asper pour 2000 en prenant pour l'année 90 comme référence. Que nous dit la comparaison de l'indice de quantité et de l'indice de prix? On est d'accord que un indice, pour calculer ça, il suffit juste en étant un peu direct, hein, ça sert à rien de faire trop de littérature autour de ce sujet. C'est quoi un indice de quantité? Un indice de quantité, c'est un truc où, à la place du prix, vous mettez les quantités. Donc cette fois, vous allez comparer les quantités de l'année 2000 avec les quantités de l'année 90. Et bien sûr, ce que vous devez figer, cette fois, ce sont les prix. Donc imaginez, on vous demande quelle a été la croissance entre 90 et 2000. Vous allez prendre tous les biens qui ont été produits. Voilà, la valeur ajoutée de tous les biens. Vous allez les comparer. Mais bien sûr, vous allez utiliser les prix de l'année 90 pour le faire.
c'est un indice de quantité. D'accord? En fait, c'est un peu plus subtil. La réalité, c'est pas ce que fait l'INSEE. Si elle cherche à calculer la croissance sur 10 ans, vous voyez qu'entre 90 et 2000, vous pouvez comparer les quantités de 90 et les quantités de 2000 aux quantités de 90. Mais il y a un problème, c'est que la réponse théorique, c'est celle-là. La réponse pratique, ce ne sera pas celle-là. Pourquoi? Parce que sur 10 ans, il y a eu tellement d'évolution dans le panier de consommation, il y a des biens qui n'existaient pas, qui sont apparus sur 10 ans, qu'en fait, ce qu'on a vu en cours, c'est que l'INSEE, pour calculer ça, elle fait des indices de chaînes, ce qu'on appelle des chaînes de l'Asper. Ce n'est pas exactement ce qu'elle fait. Mais la réponse théorique, ça serait ça. Et bien sûr, l'égalité que j'ai mis là, on pourrait la redémontrer. D'accord? Cette logique selon laquelle c'est la moyenne pondérée des indices élémentaires, elle reste vraie. D'accord? Donc la question qu'on nous pose ici, c'est d'utiliser une des deux méthodes. Vous avez bien vu que les deux méthodes doivent nous donner la même chose. J'ai l'impression que la méthode la plus simple, je ne sais pas, quelle est la plus simple? La plus simple, c'est peut-être ici la méthode directe. J'avais l'impression que c'était peut-être plus simple de faire la méthode directe. D'accord? Donc si on fait la méthode directe, l'indice de l'Asper, il faudrait que j'allume ça. L'indice de l'Asper des quantités, 90 par rapport à 0 des quantités, d'accord? C'est égal à quoi? Bah, vous reprenez les chiffres. Je l'écris une fois parce que c'est pour... mince. C'est un truc super long, vous voyez, c'est un peu rébarbatif. C'est égal à quoi? C'est égal, vous allez prendre... Donc, on est d'accord que il faut comparer ici au numérateur les quantités de 2000. C'est ça le vecteur Q00. Il faut le combiner avec les prix de 90. Ça, c'est ce qu'il y a au numérateur. Et puis, au dénominateur, il faut considérer les prix de 90 avec les quantités de 90. D'accord? Donc, il faut faire 1,0 fois 363,6 plus 10,0 fois 26,3 plus 15 fois 2,6 plus 8,0 fois 3,6, d'accord? Et au dénominateur, eh ben, il faut reprendre un truc qu'on a déjà calculé, mais on pourrait le réécrire, d'accord? 1,0 fois 316,4, etc. Bon, cette information, on l'avait déjà, donc ça ne sert peut-être à rien de le refaire le jour de l'examen. N'oubliez pas que le jour de l'examen, vous devez répondre rapidement aux questions. Ok? Plus 15 fois 2,3 plus combien? Plus 3 ou plus 8,0 fois 3,0, d'accord? Je n'oublie pas de multiplier par 100 et j'ai obtenu sur la méthode directe. Ça fait combien? Ça fait? Ça, c'est pour vérifier que vous préparez les TD. Ma collègue, vous savez qu'elle interroge de manière obligatoire les étudiants sur sa liste. Elle dit oui, alors... ok. Ça fait combien? Attendez. C'est vous qui apprenez. Moi, le matin, je me lève, j'ai pas du tout... j'apprends rien. C'est à vous de me donner le résultat. C'est pas à moi d'arriver en vous donnant le résultat en faisant des additions et des soustractions. Je veux dire... Ok. C'est pas grave. Je suis un peu agacé, donc on passe à autre chose. Oui. Là, dans l'exercice, c'est dit que c'était L90-2000 et là, vous avez marqué L90. Il faut l'ordre un peu de sens, vous êtes trompé. Oui, je me suis trompé. Ouais. Quand je me trompe, dites-le moi tout de suite, que ça évite de perdre du temps. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui me trompe jamais. Hein. J'écris comme ça. Bon, vous avez trouvé combien? Ok. 120 à 23. Voilà, bah, préparez vos TD, monsieur. Préparez vos TD au lieu de faire des remarques sur ce que je fais, machin. Oh, je dis ça comme ça. Je suis un peu agressif ce matin, vous avez remarqué? Comment? Je fais ce que je veux, monsieur. Ok. Définissez ce qu'est un indice relatif. Monsieur, c'est quoi?
Vous allez en cours? Ok. C'est quoi un indice transitif ou la transitivité de l'indice? C'est quoi cette propriété de transitivité? Monsieur? Ok. Donc la transitivité de l'indice, c'est le fait qu'on peut cumuler les indices en les multipliant, d'accord? En les multipliant, bien sûr, et en les divisant par 100, parce que sinon, on va avoir des problèmes parce qu'on va multiplier des choses qui sont par 100. Donc le truc, c'est juste de dire, je vous rappelle cette propriété, c'est juste quelque chose qui est assez intuitif. Alors, c'est pas intuitif, c'est juste lié aux propriétés de l'indice. Je sais pas comment on peut dire ça, j'ai un petit peu du mal quelquefois. D'accord? Vous avez 3 périodes, 3 dates, comme vous voulez. Ok? 0, 1, 2. D'accord? Donc, c'est des dates ou c'est des périodes, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, ça dépend si c'est une variable de flux ou de stock. Imaginez que ce soit le chômage au 31 décembre de l'année -1 ou au 1er janvier de l'année 0, le chômage au 1er décembre de l'année 1 et le chômage au 1er janvier de l'année 2. D'accord? Donc, ce qu'on dit, c'est que, évidemment, si vous regardez l'évolution de la grandeur de l'année 1 par rapport à l'année 0, et puis l'évolution de la grandeur de l'année 2 par rapport à l'année 1, ok, l'indice de l'année 2 par rapport à l'année 0, ce n'est rien d'autre que l'indice de l'année 2 par rapport à l'année 1, multiplié par l'indice de l'année 1 par rapport à 0, divisé par 100. Ok? C'est ça la propriété de transitivité. Donc c'est simplement lié à la définition même de l'indice. L'indice, c'est un rapport. Donc évidemment, vous pouvez cumuler les indices. Et c'est un résultat qu'on a beaucoup obtenu, qu'on a beaucoup étudié. Oui? Cette propriété, on a déduit du fait que les coefficients multiplicateurs eux-mêmes sont positifs. Oui, bien sûr. Ok, un coefficient multiplicateur. C'est quoi l'indice 1 par rapport à 0 ou 2 par rapport à 1? L'indice 2 par rapport à 1, c'est quoi? C'est la valeur en 2 pris par la valeur en 1 multiplié par 100. D'accord, c'est ça. La valeur suivante après, c'est I10, c'est quoi? C'est la valeur 1 par rapport à la valeur 0 multiplié par 100. Ok? Et le tout divisé par 100. Donc évidemment que ça et ça s'en va. D'accord? Et ce qui reste, c'est bien x2 sur x0 multiplié par 100. Ok? Donc c'est par définition même de l'indice. C'est bien la propriété. Et je vous rappelle que cette propriété, elle est importante. Elle est importante pour, notamment pour faire ce qu'on appelle des changements de base. Faire un changement de base. Elle repose sur cette idée-là. Si vous multipliez des indices, vous trouvez des indices. Modulo le fait qu'il faut les diviser par 100. D'accord? Que ça reste sur 100. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça fonctionne sur un indice de l'Asper? Donc la question, ça serait ici, on a des données sur 90, 2000 et 2010, c'est ça? Je ne me rappelle plus. 90, 2000 et 2010. Oui, c'est ça, parce que c'est entre 10, d'accord. Donc la question c'est, est-ce que l'indice de l'Asper des prix entre 2010 et 90, d'accord, est-ce qu'il est égal à l'indice de l'Asper des prix entre 1000 et 90, puis l'indice de l'Asper des prix entre 10 et 1000, le tout divisé par 100. C'est ça la question. D'accord? Et la réponse à cette question, c'est non. C'est que ce n'est pas le cas. Donc on a l'air de nous poser la question, montrer que l'indice de l'Asper n'est pas transitif. Je ne sais pas ce qu'on appelle par montrer. Si c'est montrer, c'est juste faire un calcul, on peut toujours le faire, on va essayer de regarder ce que ça donne. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on nous pose comme question? C'est, imaginez, vous allez directement sur ça. Ok? Donc là, on a calculé l'indice de l'Asper des prix entre 2000 et 90. Ok? Ce qu'on n'a pas calculé, c'est l'indice de l'Asper des prix entre 2010 et 2000. C'est quoi cet indice de l'Asper des prix entre 2010 et 2000? Il faut faire un somme prod. Ok? Donc, par exemple,
Ouais. Ouais, je vais pas le faire là, je vais le faire à partir du coefficient, peut-être plus facile. D'accord? Donc on peut le calculer ici, à partir des coefficients, en appliquant la formule, celle-là, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je combine les coefficients budgétaires de l'année 2000, ils sont là, d'accord? Somme prod de ça, avec quoi? Avec les indices élémentaires, avec les indices élémentaires de 2000 par rapport à 2010. De 2010 par rapport à 2000. Ah oui, mais je ne les ai pas directement. Ah, c'est pénible, hein. Parce que là, ce que je n'ai pas, c'est le... Là, vous voyez, c'est les indices... Ça, c'est les indices qui sont des indices cumulés. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que pour avoir l'indice entre 90 et 2000, il faudrait que je divise 2010 par 2000. Donc c'est pas de bol, je dis, bon, on va le faire comme ça, c'est plus simple. En fait, c'est plus compliqué. C'est pas grave. Il faut être flexible. Donc on enlève ça, et on va le faire directement. On va le faire à côté. D'accord, donc je le mets là. Donc on va prendre le somme prod de quoi? Il faut prendre les prix de 2010. Les prix de 2010. Ils sont où les prix de 2010? Ils sont là. C'est un peu lourdingue. Hein. Les prix de 2010, ok. Il faut les combiner avec quoi? Avec les quantités de 2000. C'est ici, d'accord? Ça, c'est le numérateur, d'accord? Il faut le diviser par quoi? Il faut le diviser par les prix de 2000 avec les quantités de 2000. Les prix de 2000 avec les quantités de 2000, c'est ça. Puisque c'est le total, d'accord? C'est la valeur du bien total. Donc ça, je multiplie par 100 et j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire l'indice de l'Asper, d'accord? Entre 2010 et 2000. Maintenant, on nous demande de vérifier que ce n'est pas à vérifier la transitivité ou que ça ne fonctionne pas. Donc il faut que je calcule le Lasper de 2010 par rapport à 90. Bon bah là cette fois, pourquoi je pourrais toujours utiliser la même technique que celle que j'ai fait là, mais autant en utiliser une autre, ça permet de voir plusieurs choses à la fois. Vous voulez calculer le 2000 par rapport à 90. Vous allez prendre le coefficient budgétaire de 90 par exemple, et vous allez le combiner avec les indices élémentaires cumulés sur 20 ans. Donc, c'est le somme prod de coefficient budgétaire ici, d'accord, H12, H15, avec quoi? Avec les indices élémentaires de 2010, base 100, 90. Donc c'est ça, d'accord? Donc ça, c'est aussi l'indice de l'Asper, d'accord? Donc je viens de le calculer. J'ai trouvé 124,24 857. Maintenant, ce que je peux essayer de regarder, c'est est-ce que le 124,24 857 que je viens de trouver, est-ce que c'est le cumul, est-ce que c'est la multiplication de ce qui se passe entre 2000 et 90 et ce qui se passe après entre 2000 et 2010. Donc, il suffit juste que je fasse cette somme-là, d'accord? Donc, si je prends le 2000, 1990, c'est celui-là, ok? Je le multiplie par le 2000, 2010, oh là là, 2010, 2000, c'est celui-là, d'accord? Et je le divise par 100, d'accord? C'est ça le calcul qui serait juste, hein, d'accord? Pourquoi ça a mis ça, valeur? J'ai fait H18, H18 c'est bien là, donc il n'y a pas de problème. Multiplié par G21, G21 il est où mon G21? Ah oui, non, c'est pas G21, c'est H21. C'est normal que ça ne marche pas. D'accord? Et je trouve ça en fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est bien, je le réécris parce que c'est 2090 multiplié par 2010, 2000. C'est ça que je viens de faire. Ok. Donc, est-ce que ce 124,71, est-ce que c'est la même chose que le 2010, que le 1990 qui est là? D'accord? Donc, je dois comparer ces deux nombres. Vous voyez, ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, mais ils ne sont pas exactement égaux. Okay? Ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, mais ils ne sont pas exactement égaux. La raison, elle est simple à comprendre.
cas, c'est que si vous faites l'indice des prix de 2 par rapport à 0 du prix, c'est égal à quoi? C'est égal à P2 scalaire Q0 divisé par P0 scalaire Q0. Le tout multiplié par 100. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ceci est égal à l'augmentation entre la date 1 et la date, entre la date 0 et la date 1, c'est-à-dire que c'est égal à P1 scalaire Q0 divisé par P0 scalaire Q0, éventuellement multiplié par 100 puisque c'est un indice, multiplié par ensuite l'augmentation entre la date 1 et la date 2. L'augmentation entre la date 1 et la date 2, ça me fait un P1 Q1 en bas, et en haut, c'est un P2 Q1, le tout multiplié par 100 et le tout divisé par 100. Est-ce que ceci est vrai ou pas? D'un côté, vous voyez bien que là, on a un P0 qui est là, d'accord? Mais vous voyez qu'au dénominateur, on n'a pas un P2 Q0 et on ne peut pas barrer. On ne peut pas les barrer. D'accord? Donc, cette quantité-là, elle ne s'annule pas avec celle-là, ou le Q0 qui est là rentrerait là. Enfin, ça n'a pas de sens. D'accord? Ça n'a pas de sens. Enfin, en fait, ça a un sens. C'est une approximation. Mais ce n'est pas juste. D'accord? Donc, ils ne sont pas transitifs. Donc, ça veut dire que si vous observez une augmentation de 2% de l'inflation une année, d'accord? Donc ça veut dire un indice 102, et l'année suivante, vous observez une augmentation de 1%, d'accord? Et ben, le cumul de l'inflation des deux, c'est pas 102 multiplié par 101 divisé par 100. D'accord? Pourquoi? Parce que vous comprenez le problème. Le problème, c'est que chaque année, vous calculez l'inflation en prenant comme référence ce que vous avez consommé l'année précédente, les pondérations de l'année précédente. C'est ça l'indice de l'Asper. D'accord? Donc bien sûr que quand vous cumulez tout ça, chaque année, le panier de référence, il évolue. Et heureusement qu'il évolue. Parce que s'il n'évoluait pas, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? On mettrait où le prix du smartphone ou le prix de je ne sais quoi? D'ailleurs, c'est un énorme problème. C'est que vous voyez bien que dans tout ce que vous consommez, ça change totalement la structure tout le temps. Maintenant, il y a des choses qui sont gratuites. Comment vous pouvez, je ne sais pas, calculer un indice d'inflation en tenant compte du prix de Facebook? Facebook, c'est gratuit. Ça vous rend un service, pourtant c'est bien un bien. Comment vous mesurez l'augmentation du prix du bien Facebook? J'ai l'impression qu'il y a un truc. Bon, là, l'exemple peut-être un peu choquant. C'est une vraie question. Il y a plein de domaines qui sont comme ça. C'est vrai pour les smartphones, c'est vrai pour les ordinateurs, c'est vrai pour plein de trucs. D'accord? Donc sur 10 ans, ça n'a aucun sens. Sur un an, ça en a un peu plus. Encore que sur un an, les choses changent, puisque de toute façon, 10 ans, ce n'est que 10 fois un an. Ok? Donc le problème, il est là, il est que c'est intelligent de réviser la pondération, bien sûr qu'il faut le faire, mais si vous cherchez à comparer le prix du panier de biens que le type consommait en 1900 à ce qu'il consomme aujourd'hui, bien sûr que ça n'a pas de sens. Et c'est... Bah, ok? Ça n'a pas de sens, c'est pas ça qui mesure l'augmentation de notre pouvoir d'achat, ça n'a aucun sens. C'est une vraie question. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il n'y a plus vraiment d'inflation non plus. Parce que l'inflation, dans un monde qui était un monde relativement stable des années 70-80, où il y avait certes des innovations, mais ce n'était pas le gros rush qu'on a aujourd'hui, peut-être que ça avait du sens. Aujourd'hui, ça n'en a plus. D'accord? Ou ça n'en a plus beaucoup, ça en a moins. Il faudrait essayer de réfléchir à d'autres manières de le faire. En tout cas, on ne peut pas cumuler, et c'est tant mieux. Donc cette propriété de transitivité ne fonctionne pas. D'accord? Alors vous voyez, elle ne fonctionne pas pour l'indice de prix, elle ne fonctionne pas plus pour l'indice de quantité. Si vous mesurez la croissance économique par un indice de l'Asper des quantités, c'est ce qu'on fait dans la réalité. On regarde les prix de l'année précédente, et puis on regarde comment les quantités ont évolué. Exactement de la même manière. L'interrogation, elle est exactement la même. C'est quoi la croissance économique dans un monde où effectivement, si vous mesurez, je sais pas, si vous pensez que ça mesure le bien-être, c'est quoi dans un monde où il y a des choses gratuites qui apparaissent, voilà. Comment vous faites pour mesurer ça? Comment vous tenez compte de... Donc c'est des vraies questions très intéressantes. Mais en tout cas, derrière, le problème, il est bien là, il est que l'indice de l'Asper n'est pas transitif, et donc je disais, bien heureusement. Enfin, bien heureusement. Sinon, ça serait totalement figé.
Donc, à la question, voilà, est-ce qu'il est possible de faire ça? Bah, évidemment, c'est différent. Ok. Question suivante. Calculer. C'est quoi ma question? Ah oui, non, il faut que je change de. Ok. Parce que ça, c'est le fichier que j'avais la semaine dernière. Donc, il faut que je prenne un nouveau fichier. C'est le même. Hein. Bon, donc, ça, on l'a fait. On en était là. Suivant. Définir ce qu'est un indice transitif, ça, on l'a fait. Calculer un indice de prix de page pour étudier l'évolution entre 2000 et 2010. Donc, un indice de page des prix. D'accord, je le fais rapide. Indice de page des prix entre 2000 et 2010. Donc, c'est 10, 0, 0 des prix. OK. L'indice de page, c'est un indice de prix. Donc, il s'agit toujours de comparer le prix en 10 au prix en 0, 0. Mais cette fois, vous le combinez avec la quantité terminale en 10. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut calculer. C'est un sum prod. Bon, attention. Ceci, est-ce que c'est la somme des indices élémentaires de prix pondérés par les coefficients budgétaires terminaux? On a vu que l'indice de Lasper, c'était la somme des indices de prix élémentaires pondérés par les coefficients budgétaires initiaux. C'était ma fameuse formule. Somme des alpha i 0 à la date initiale. Est-ce que l'indice de Pache, est-ce que c'est la somme des indices de prix pondérés par les coefficients budgétaires terminaux? Après tout, on pourrait se dire, puisque l'un, on met les quantités à la date initiale, l'autre, les quantités à la date terminale, on aurait envie d'écrire que ça, c'est... je sais pas, on pourrait se dire, bah, tiens, est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que si on vous le demandait de le calculer à partir de la méthode des indices élémentaires, est-ce que vous calculeriez quelque chose comme somme des alpha i pris à la date 2010, d'accord? Donc terminaux, multiplié par les indices élémentaires des prix, d'accord, entre eux, c'est toujours 10 et 0. Est-ce que cette formule est vraie ou pas? Je pourrais vous dire, bah, c'est pas stupide, puisque la différence entre un Pache et un Lasper, c'est le fait qu'on utilise les quantités de 2010 ici comme référence, les quantités de l'année terminale, d'accord? Donc vous pourriez vous dire, bah, c'est peut-être la bonne manière de faire. Au lieu de prendre la somme pondérée par les coefficients initiaux, je peux prendre la somme pondérée par les coefficients terminaux. C'est vrai ça ou pas? Dans les coefficients terminaux. Comment? Dans les coefficients terminaux. Non mais, c'est ce que je mets là. Est-ce que cette formule est vraie ou pas? Mademoiselle? Ah, vous avez raison, c'est non. C'est quoi la bonne formule? Voilà, je sens que là, vous allez... Allez-y, allez-y. Je vous laisse vous lancer. Hein. I égale 1 sur R fois alpha I en 2010 fois 1 sur la hausse 2010 sur 2010 0. Et ça, c'est égal à quoi? Vous voyez bien, ce que vous me dites, c'est que l'indice de Pache, enfin, ce que vous venez de nommer comme quantité, je le redis de manière littéraire, pas somme des i machin, vous veut dire que la quantité que vous venez de donner, c'est la moyenne de l'inverse des indices de prix pondérés par les coefficients budgétaires terminaux. C'est ça que vous voulez me donner un truc, le somme de i égale machin, c'est la moyenne de l'inverse des indices élémentaires de prix pondérés par les coefficients budgétaires terminaux. Ok? Un peu compliqué, mais c'est ça. Vous voyez bien que ça a peu de chance d'être un indice de Pache, parce que comme c'est... Ça va être en fait égal à l'inverse de l'indice de Pache. Vous allez faire une double inversion. Vous allez faire la moyenne des inverses de prix, mais ceci n'est pas égal à l'indice de Pache. C'est égal à l'inverse de l'indice de Pache. C'est ce qu'on appelle une moyenne harmonique. Vous comprenez pourquoi ça ne peut pas être la moyenne, ça ne peut pas être Pache lui-même, parce que quand vous faites 1 sur, ça veut dire que vous réduisez ceux qui sont grands. Donc c'est bien égal à 1 sur. Donc, vous avez raison. Ce qu'il faudrait écrire, c'est un truc horrible qui vous explique que P10, 0P, ou 1 sur P10
0,0P, c'est-à-dire l'inverse d'un patch, ok, c'est la moyenne pondérée par les coefficients terminaux, d'accord, donc c'est là où c'est les coefficients terminaux qui jouent un rôle, donc de I égale 1 à N, des 1 sur 10, 0, 0 PI. C'est ce qu'on appelle une moyenne harmonique, d'accord? Donc il faudra le calculer de cette manière-là. Ok? Donc c'est un peu plus subtil, donc ce que j'ai mis là est pas vrai. Donc peut-être que pour calculer un patch, peut-être que le jour de l'examen on posera une question là-dessus. Moi je peux pas, ça j'ai pas encore fait le sujet, donc on n'a pas encore fait le sujet. Mais là on nous demande, répondons au plus simple, d'accord? La question c'est calculer un patch de prix pour étudier l'évolution entre 2000 et 2010. Donc, ce que je vous propose de le faire, c'est de le faire à partir des données qu'on a sur le fichier Excel. Donc il est où ce fichier Excel? Il est là. Alors, ah oui, je l'ai préparé là, d'accord? Donc le patch 2010-2000, c'est celui-là, hein, c'est cette case-là. Je dis, c'est un sum prod de quoi? C'est un sum prod de Q10, d'accord, tout à fait. Donc sum prod de Q10, sum prod de Q10 P10. On est d'accord? Mais vous êtes d'accord que quand vous êtes P10 Q10, bon, on peut l'écrire sum prod, mais en fait ça sera la valeur du panier en 10. Donc soit je peux le prendre ici en disant bah c'est cette quantité, d'accord? Donc je ne mets pas de sum prod. Ça c'est bien. Vous êtes d'accord que cette quantité-là, c'est la dépense totale l'année 10. Donc ça c'est P10 Q10, d'accord? 1 milliard, 8 milliards, 88. Et ça, il faut que je le divise par quoi? Il faut que je le divise par, cette fois, un sum prod de P0 Q10. Donc P 2000, c'est là, d'accord? C'est ça. Et vous me dites, il faut le combiner avec Q10. C'est là. Vous fermez la parenthèse et vous le multipliez par 100. Et ceci, c'est l'indice de l'Asper, de Pache. D'accord? Donc, si j'ai mis D16, on est d'accord que D16, le D16, c'est aussi le sum prod de D3, D7 avec les quantités H3, H7. D'accord? Et j'ai directement écrit que c'était P10, Q10. Donc, je multiplie par 100 et j'obtiens l'indice de Pache. Donc, notre indice de Pache, ici, il est égal à 109. C'est un indice de Pache des prix, il est égal à 109,54. Donc, c'est pas bête de comparer cet indice. Donc, n'oubliez pas que c'est un indice qu'on a obtenu entre 2010 et 2000. Donc, c'est peut-être pas bête de le comparer à l'indice de l'Asper, d'accord? Pour la même période. L'indice de l'Asper pour la même période, il est là. Il est 110,20,0914. Alors que l'autre, il est 109,58. Donc, bien sûr, un indice de l'Asper, c'est pas la même chose qu'un indice de Pache. Ici, vous observez quoi? Vous observez que le Pache, il est un petit peu plus petit que le l'Asper correspondant. Le Pache est un petit peu plus petit que le l'Asper correspondant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous voyez, dans le Pache, vous prenez les quantités de l'année terminale, alors que dans l'Asper, vous prenez les quantités de l'année initiale. Si le Pache ici est un petit peu plus petit, c'est que les biens dont le prix ont le moins augmenté, d'accord, et ben sont plus nombreux en quelque sorte, sont davantage présents l'année terminale que l'année initiale. Ou l'inverse, les biens dont le prix ont le plus augmenté, dont l'indice élémentaire est le plus élevé, d'accord, sont davantage présents l'année initiale que l'année terminale. Je dis la même chose, mais en inversant totalement les deux perspectives. D'accord? C'est ça intuitivement, puisque la différence, c'est ça, hein, c'est que dans un Pache, j'ai pas écrit Pache ici, ouais. Dans un Pache, vous regardez les quantités terminales. Donc si le Pache est plus petit que le l'Asper,
ça signifie que finalement, les deux s'intéressent, font une espèce de moyenne, l'un harmonique, l'autre arithmétique, d'accord, des indices élémentaires de prix. Donc, si le PACH est un petit peu plus faible, c'est parce que les biens dont le prix ont le plus augmenté étaient davantage présents dans le panier initial que dans le panier terminal. D'accord ? Et donc, effectivement, en utilisant les pondérations du panier terminal, alors c'est subtil, en utilisant les pondérations du panier terminal, eh ben vous mettez moins de poids sur ces biens que dans l'indice de Lasper, où vous utilisez les pondérations du panier initial. Okay. On peut souvent avoir ce genre de phénomène. Les deux ne doivent pas trop être éloignés l'un de l'autre. D'accord ? Si le jour de l'examen, vous trouvez un truc dans lequel vous trouvez 102 pour l'un et puis 118 pour l'autre, c'est que vous vous êtes trompé certainement. D'accord ? Ça devrait éveiller votre attention. Je ne dis pas que c'est mathématiquement impossible, mais ça serait des évolutions très extrêmes. Il n'y a pas... Enfin, d'accord ? Donc, les deux, bien sûr, ont un rapport. Ils montrent tous les deux qu'il y a une augmentation des prix, mais simplement en n'utilisant pas la même méthodologie. Ok. Donc, on revient, voilà. On a calculé cet indice, et donc on l'a calculé, voire Excel, en utilisant cette formule-là, plutôt que celle-là, d'accord ? Donc celle-là, elle est un peu plus lourde à utiliser, bien sûr, on pourrait le faire aussi, mais comme la question ne m'est pas posée, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas de raison de répondre à des questions qui ne sont pas posées, en fait. Ah, ça c'est une propriété intéressante. Montrer que l'indice de valeur, alors, vous voyez, en gros, d'un côté, on a des PACH et des Lasper, pour les prix et pour les quantités. Bon, ils sont un peu bizarres parce qu'ils ne se cumulent pas, ils ne sont pas transitifs. Mais en fait, on a des petites propriétés qui sont intéressantes. Et notamment, il y en a une qui est très intéressante, qui est que le produit d'un Lasper des prix par un PACH des quantités, le produit d'un Lasper des prix par un PACH des quantités, ou le produit d'un PACH des prix par un Lasper des quantités, ça me donne un indice de valeur. C'est égal, en fait. C'est quoi un indice de valeur? L'indice de valeur, c'est, imaginez, bon, ici on a deux dates, hein, d'accord? On a la date 0 et la date 1. L'indice de valeur, ou plutôt le coefficient multiplicateur de la valeur, après on passera en termes d'indice, c'est quoi? La valeur, c'est P1 scalaire Q1, somme prod, divisé par P0 scalaire Q0. D'accord? Et vous obtenez un indice si vous multipliez ça par 100. Comme c'est un peu lourd de multiplier par 100, on multipliera par 100 une fois qu'on aura le résultat. Donc bien sûr, ceci, vous voyez que vous pouvez le décomposer. Vous pouvez écrire vous pouvez commencer par écrire un truc comme ça, d'accord? P1 scalaire Q1 divisé par P0 scalaire Q0, c'est la somme de deux produits. Et vous voyez que si je fais cette somme de cette manière-là, c'est que si ici je mets quelque chose qui est... si ici je mets quelque chose qui est... P1Q0, et si là je mets quelque chose qui est un P1Q0, d'accord? Donc la même chose en haut et en bas, et ben, vous voyez que ça c'est quoi? C'est quelque chose qui a un PACH, d'accord? Un PACH des quantités, divisé par 100, puisque après il faudrait multiplier par 100 pour avoir un PACH. Ça c'est bien un PACH des quantités. Et ce qui est à côté, c'est quoi? C'est un Lasper des prix, d'accord? Donc vous avez cette propriété-là, que ça c'est, on est d'accord que ça c'est un PACH de 1 par rapport à 0 des quantités, bon, divisé par 100, puisqu'il faudrait... Et ça, c'est un Lasper des prix divisé par 100. Mais vous auriez pu me dire, mais pourquoi vous avez choisi P1 scalaire Q0 en haut et en bas? Vous avez tout à fait raison, je peux faire autre chose. Je peux refaire la même chose en prenant... en divisant par autre chose. Je fais toujours la même structure. Je mets ça comme ça, d'accord? Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux toujours mettre ici un P0Q1. Pourquoi pas? J'inverse les deux. D'accord? Donc évidemment, ça aussi, ça s'en va. Mais vous voyez que celui-là, c'est quoi?
c'est un page des prix. Et celui qui est à côté, c'est un quoi? Un Laspert des quantités. Donc, vous voyez que vous avez cette propriété un peu miraculeuse, c'est que si vous multipliez un page des prix par un Laspert des quantités, ou l'inverse, un Laspert des prix par un page des quantités, bon, j'ai moi-même un peu du mal à dire les deux, vous allez trouver l'indice de valeur. D'accord? Ok? Donc, c'est ce qu'on a vu là. Donc, ça, c'est bien, je mets, ça, c'est bien un page, pardon, voilà. Un page des prix. D'accord? Et ça, c'est bien un Laspert des quantités. Ok? Un Laspert des quantités divisé par 100. Et donc, un indice de valeur, puisque ce qu'il y a à gauche de l'équation ici, c'est ce qu'on pourrait noter, indice de 1 par rapport à 0 de P scalaire Q. La valeur, c'est P scalaire Q, d'accord? Vous l'appelez SAV ou P scalaire Q, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, vous voyez que l'indice de valeur divisé par 100, puisque là, c'est égal à ça, et c'est égal à ça, d'accord? Donc, on a cette propriété assez intéressante, qui est que un indice de valeur, c'est le produit d'un pach par un Laspert. Et donc ça doit marcher tout le temps. Ok? C'est exactement la même chose, oui. Comment? Non, il n'y a aucun sang. Il y a des sangs qui traînent partout. Hein. Ça, en général, c'est bien le problème. C'est que comme j'aime pas trop... Vous voyez, je préfère raisonner directement sur les coefficients multiplicateurs, en quelque sorte, et après dire un indice, c'est un coefficient multiplicateur multiplié par 100. D'accord? Donc là où j'ai inscrit tout avec des coefficients multiplicateurs, ce qui m'évite de mettre des 100. D'accord? Évidemment, ce que j'ai écrit en dessous, c'est faire remarquer qu'un coefficient multiplicateur, c'est un indice divisé par 100. D'accord? Donc je me suis pas trompé. Après, vous allez me dire, oui, non, mais il ne faudrait pas l'écrire comme ça, il faudrait écrire, c'est I1, 0, PQ, c'est le produit d'un pach des prix par un Laspert des quantités, d'accord? Divisé par 100. Bon, mais c'est la même chose que ce que j'ai écrit, sauf que moi, j'ai tout divisé par 100, d'accord? Mais je pense que c'est mieux, pour ne pas vous perdre, de raisonner à partir des coefficients multiplicateurs et après d'écrire en termes d'indices. Après, vous savez plus s'il faut diviser, multiplier par 100, etc. Alors qu'en fait, c'est des questions totalement... c'est juste une manière de renormaliser le résultat. Ok? Et d'ailleurs, si vous le faisiez sur Excel, si vous faites 100 par 100, vous allez trouver 10 000. Et, vous verrez, et donc, si vous tapez et que vous voyez que c'est 10 000, vous dites « Ah, j'ai oublié quelque chose. » D'accord? Ça, c'est la différence entre le jour de l'examen et quand vous êtes chez vous devant Excel. C'est que vous apprenez de vos erreurs et vous corrigez vos erreurs vous-même. C'est même pas des erreurs, c'est juste de l'étourderie. Et vous le voyez tout de suite, bien sûr. Si vous avez compris ce que c'est un indice, vous avez compris que ça ne peut pas valoir 10 000, quoi. D'accord? Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Divisé par 100. C'est bon? Bon. Ah, dernière question. L'indice de Laspert est-il préférable à l'indice de pach pour étudier l'évolution des prix? Donc ça, au moins, on ne risque pas de vous poser la question le jour de l'interro, puisque c'est un QCM. Donc soit vous répondez oui, soit vous répondez non. Vous répondriez oui ou non? Ou ne sait pas? Vous répondriez oui. Moi, franchement, je répondrais ne sais pas et je ne répondrai pas à la question, je ne mettrai pas la question au QCM. Alors pourquoi vous répondez oui? C'est peut-être pas... Ouais, c'est ce que fait l'INSEE. C'est une très bonne réponse. Ouais, alors attendez, sur un an, ils n'ont pas besoin de chaîner. D'accord? L'indice chaîné, il apparaît chaîné quand vous le faites sur 1 an, 2 ans et 3 ans. C'est-à-dire, ok? Quand vous chaînez des Laspert, c'est parce que vous voulez avoir l'inflation sur plusieurs années. Bon, l'INSEE le mesurer par mois. Dans ce cas-là, effectivement, il chaîne sur l'année, mais admettons que ce ne soit pas la question qu'il fasse ça, qu'un indice sur l'année. Vous avez raison, en fait, il le fait par mois, donc il fait une chaîne mensuelle. Mais prenons l'augmentation du prix sur un an, il va comparer les prix de l'année, et puis il va utiliser la structure du panier de l'année initiale. Bon.
Si l'INSEE fait ça, il n'y a pas que l'INSEE, c'est des normes internationales en fait, tous les pays font ça, c'est une question sensible de mesurer le taux d'inflation. D'abord peut-être parce que c'est plus facile de dire que l'indice d'inflation c'est la moyenne pondérée des indices élémentaires par des pondérations initiales, d'accord? Plutôt que de dire l'indice d'inflation c'est l'inverse de la moyenne des inverses des indices de prix de chacun des biens pondérés par les coefficients budgétaires terminaux. Donc la première bonne raison, ça serait de dire c'est plus facile de calculer une moyenne arithmétique que calculer une moyenne harmonique. D'accord? Ça pourrait être une remarque de ce genre-là. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est l'idée que vous pouvez penser que c'est une question de ce qu'on appelle élasticité prix. Vous pouvez penser que si la loi de la demande est forte, d'accord, vous consommez davantage de biens dont le prix diminue. Vous adaptez votre panier de consommation en faveur des biens dont le prix diminue. Et à l'avantage, au détriment des biens dont le prix augmente. D'accord? C'est la loi de la demande. Vous consommez plus de ce qui est pas cher et moins de ce qui est plus cher. D'accord? Donc finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en prenant le panier budgétaire initial, vous neutralisez en quelque sorte cet effet. Puisque, logiquement, vous allez consommer moins des biens dont le prix augmente le plus. Donc en prenant comme indice de l'Asper, l'inflation comme indice de l'Asper, en fait vous avez tendance à surestimer les conséquences de l'inflation sur votre bien-être, sur votre pouvoir d'achat. Puisque vous allez tenir compte des coefficients budgétaires initiaux, d'accord? Mais en fait vous savez très bien que vous allez adapter votre demande et vous allez vous détourner des biens dont le prix ont le plus augmenté. Donc finalement, on aurait l'impression qu'en période d'inflation, l'indice de l'Asper, en quelque sorte, surestime la véritable inflation. D'accord? C'est pas une bonne mesure, c'est une surestimation de cette mesure. Donc ceci n'est vrai que si les biens dont le prix augmente le plus, d'accord, voient leur part baisser en termes budgétaires. Alors attention, parce qu'une part budgétaire, c'est le produit d'un prix par une quantité. Donc j'ai dit, le prix augmente beaucoup, mais vous ajustez beaucoup les quantités de manière à baisser le coefficient budgétaire associé. Donc ça signifie que l'élasticité prix de ce bien est supérieure à 1. Vous avez déjà rencontré cette notion d'élasticité? Ça se voit en terminale, l'élasticité? Donc je pense que c'est la réponse attendue. Maintenant, c'est ça, juste discuter de ça. C'est ce qu'on appelle le biais de substitution. Un biais de substitution. Si vous croyez dans la loi de la demande et que vous croyez que l'élasticité prix des biens est supérieure à 1, vous allez davantage de la demande des biens dont l'élasticité des biens est supérieure à 1, alors vous allez baisser la part budgétaire des biens dont le prix augmente le plus. D'accord? Bon. Ouais. Vous savez, vous êtes d'accord que c'est un résultat mathématique aussi. Tous les biens ne peuvent pas avoir une élasticité prix supérieure à 1. En même temps. On marque. Si, c'est possible. Vous allez dire une bêtise. Je confonds avec l'élasticité revenu. Il ne faut jamais improviser. Ok. Donc, la réponse est, on va mettre non. Oui, pardon. D'accord. Oui. Car, 1, plus facile à calculer. Au moins, ça, c'est un argument d'autorité. 2, on aurait l'impression qu'en choisissant le PACH, on pourrait être accusé de sous-estimer l'inflation à l'inverse. Puisque je dis que le LASPER surestime l'inflation lorsque l'élasticité prix des biens est supérieure à 1. Ok? Parce qu'il utilise comme coefficient budgétaire la situation initiale et vous pensez que vous pouvez en permanence
modifier votre panier en faveur des biens dont le prix a le moins augmenté. D'accord? C'est ça la règle. Bon. Vous avez des questions? Parce que là, on a terminé cet exercice, donc on va pouvoir faire les examens. Sur cet exercice-là, je crois que c'est terminé, hein, l'exercice est terminé. Il y en a encore une ou pas? Non. Donc ça va nous permettre de faire les annales après la pause, ok? On se retrouve dans 5 ou 10 minutes, le temps d'aller prendre un café. Ou pas d'ailleurs. Que les interros, d'accord? C'est le même genre, c'est la même chose que les exercices, mais simplement sous une forme plus simple. Bon, on y va, on commence. Alors justement, l'année dernière, et c'était vrai aussi pour le TD1, peut-être qu'on aura le temps d'en revoir, l'examen partiel, c'était aussi sous la forme d'un QCM, puisque c'est tout le temps un QCM, et l'examen a été très très mal réussi par les étudiants. Et une des raisons pour lesquelles il était très très mal réussi, c'est que, quelquefois, la manière dont étaient posés les problèmes n'était pas toujours totalement évident. C'était plus ambigu, alors que les interros, elles, avaient été bien réussies. Bon, ça tombait bien, comme ça tout le monde avait eu 12. Il y avait 12 de moyenne aux interros, bah, à l'examen, il y a eu 8 de moyenne. C'était moins bon. N'oubliez pas aussi que pendant les vacances, vous allez recevoir le devoir informatique à faire sur table, à faire chez vous, d'accord? Donc là, on est en train de le faire, le sujet. On va le poster en milieu de semaine prochaine. Et vous aurez, je pense qu'on ne laissera pas uniquement la période des vacances, on dépassera un peu les vacances. Pour que si vous partiez en vacances, et pourquoi pas, vous avez raison de vous reposer, vous n'ayez pas ce souci-là pendant les vacances. Après, si vous êtes là, autant travailler pendant les vacances, ça ne fait pas non plus de mal. Hein. Alors, on y va. Donc, examen partiel. Vous voyez, ça c'est sur 4,5 points. Donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois, le principe est le suivant. Hein. Il n'y a qu'une seule réponse qui est juste. Donc, quand on met un demi-point là, ça veut dire que c'est un demi-point pour la réponse juste, d'accord? Et c'est un quart de point pour la réponse fausse, puisqu'il n'y a que 3 alternatives, d'accord? Donc si vous cochez rien, vous avez 0. Mais si vous cochez quelque chose de faux, vous perdez un quart, d'accord? Et si vous cochez la bonne, vous gagnez un demi. Donc c'est le système des points négatifs. Donc faites-y attention. Alors on y va. Pour lequel des biens, alors on regarde, vous voyez, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a fait. Hein. Ici vous avez un vecteur de quantité, ici un vecteur de prix. D'accord? Et puis, la même chose. Et puis, on sent bien le type de question qu'on va pouvoir nous poser. On l'a déjà vu ensemble. Pour lequel des biens, la valeur en 2010 de l'indice de quantité base 100 en 2005 est-elle la plus élevée? Donc, on s'intéresse à l'indice de quantité base 100 en 2005, qui devrait être complété ici, a priori, dans ce tableau. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de répondre aux questions au fur et à mesure. N'essayez pas de compléter le tableau pour répondre à toutes les questions après, d'accord? Ça ne sert à rien de faire des calculs qui ne sont pas utiles à la réponse. Donc regardons. Ici, on dit pour lequel des biens, la valeur en 2010 de l'indice de quantité base 100 en 2005 est-elle la plus élevée? Donc il faut comparer ça, d'accord? Ça c'est 2005, à ça, d'accord? La quantité de bien 1 a baissé. La quantité de bien 2 a augmenté de 33%. Non, mais on dit en pourcentage. Non, je fais pas. Oui, 4 moins 3 fait 1. D'accord. En pourcentage, ça fait 33%. 4 moins 3 fait 1, ça c'est niveau CE2 ou CE1, même CP, je pense. Encore que maintenant, on fait même ça en maternelle avec les techniques nouvelles. Et vous voyez, la quantité de Z, elle a augmenté de combien? 50%. Donc la réponse est... Ok. Bravo. Donc on a quand même vu que, vous voyez, on peut essayer quand même de compléter le tableau, puisqu'on dit que ça va peut-être nous servir à un moment. D'accord? Donc là, c'est passé de 10 à 15. Donc c'est combien l'indice de quantité? On le met quand même. Voilà, sinon on s'ennuie un peu. Donc ça fait 50%. Là, c'est passé de 3 à 4. C'est combien l'indice de quantité? 133,3 ou 0,33 si vous voulez être plus précis. Et là, c'est passé de 6 à 4. Ça fait combien? Ça a baissé de... Donc c'est quoi le résultat? C'est passé de 6 à 4. 66,66. Ça a baissé de 1 tiers. D'accord? Bon, mais vous n'avez pas besoin d'écrire ça pour répondre à la question. La question, elle était assez évidente. D'accord? Donc déjà, un demi-point. Donc ça va bien. Hein. C'est pas trop difficile pour le moment. C'est pour ça qu'il y avait eu 12 de moyenne. Hein. Il y avait plein de gens qui avaient eu 20. Non, c'est vrai. Hein. Il y avait plein de gens qui avaient eu 20
Alors, méfiez-vous, hein, parce que quand vous faites une réponse fausse, non seulement vous marquez pas le point, imaginez que vous faites une réponse fausse, par exemple. Les gens étaient surpris parce que après ils disaient mais je comprends pas, j'ai qu'une seule réponse fausse et j'ai pas 19,5. On a dit mais non, mais si vous avez une réponse fausse, c'est pas 19,5, vous avez c'est 19,25 parce que vous perdez un demi-point parce que vous n'avez pas donné la bonne réponse. Et en même temps, comme vous avez mis une réponse fausse, vous avez perdu moins 0,25. D'accord? Et ça, j'ai eu énormément de mal à le faire comprendre aux étudiants. Je recevais tout le temps des mails. Les gens comptaient, ils me disaient je comprends pas, j'ai fait qu'une seule faute, j'ai 19,25 et pas 19,5. Bon, ok, quand vous faites une faute, vous perdez le demi-point et vous ne marquez pas le demi-point et vous perdez un quart de point. Donc ça fait 19,25. Allez, suivant. Quelle formule doit-on entrer en F3, donc ici, d'accord, pour obtenir les indices de quantité par la recopie vers le bas. Donc quand on dit par la recopie vers le bas, on veut chercher une formule qui nous permette d'être recopié en dessous, d'accord? Donc on regarde ce qui nous est proposé, ok? La première, c'est D3 divisé par B3. Est-ce que c'est bien ça? Quel est le problème de cette formule? Le dollar. Si vous la recopiez en dessous, d'accord, on va rester sur... Ah non, attendez. C'est D3 divisé par B3. Par la recopie vers le bas, d'accord? Donc c'est D3. Vous voyez, même moi, des fois, je suis là, vous regardez. D3 divisé par B3. Ça, c'est bien, et je veux le recopier en dessous. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est... si je fais D3 divisé par B3, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est bon. Vous dites c'est bon. Ben, il y a le dollar, d'accord, mais le dollar, il est devant le B. Le dollar, il est devant le B. Donc, le B, c'est bien les quantités pour l'année 2005. Donc, heureusement, le dollar n'est pas devant le 3. Il est devant le B. Donc, si je la recopie en dessous, ça va me faire, vous êtes d'accord avec moi, ça va faire D4 divisé par dollar B4. Est-ce que c'est juste? Donc, moi, je me dirais, tiens, mais ça, c'est OK, ouais. La suivante, est-ce qu'elle est juste? Bon, la suivante, elle ne marche pas. D'accord? Puisque là, pour le coup, le dollar, il est devant le 3. Donc, évidemment, si vous décalez, on va figer, c'est exactement ce qu'on va faire. Et la dernière, c'est D3 divisé par B3. D3 divisé par B3. Est-ce que c'est juste ou pas? Pourquoi? Vous voyez bien que si vous la recopiez en dessous, ça va faire, ça va décaler, ça va faire D4 divisé par B4. D5 divisé par B5. Donc c'est juste ou pas? Ouais. Donc il y en a deux qui sont justes. Comment? Ouais. Et donc, et là, aucune réponse n'est correcte? Attendez, monsieur, avant de poser votre question. Celle-là, on l'a dit, hein, aucune des réponses n'est correcte? Ok. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, posez votre question. Oui, allez-y, ouais. C'est singulier dans la question, non? Comment? Quelle formule c'est singulier? Ouais, d'accord. Et donc, monsieur, vous avez une autre question? En fait, j'ai compris pourquoi la salle est bonne. Bah, on est d'accord que si vous mettez la C ici, d'accord, vous allez faire, si vous la mettez là, vous allez mettre 100 fois D3 fois B3, d'accord? Et si vous la décalez en dessous, vous allez faire D4 divisé par B4. D5 divisé par B5. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc la C, elle est juste. Le problème, c'est, ici, la B aussi, elle est juste. Elle va marcher. D'accord? Parce que ce qu'elle fige, c'est la colonne B, et c'est pas le numéro. Donc effectivement, vous avez raison. Là, ça va pas. Quelle formule? Il y a eu une erreur d'énoncé, d'accord? Et il y avait deux possibilités. Donc ça montre quoi? Ça montre que de temps en temps, les sujets ne sont pas suffisamment checkés par vos serviteurs. D'accord? Donc dans ce jour-là, j'ai dû reparamétrer le truc pour accepter les deux. D'accord? Ça vous va? Alors, j'essaye d'éviter ça, hein. Mais malheureusement, nul n'est parfait. Alors, vous voyez que quand même,
En fait, c'est un rapport avec la question suivante. Parce que ça, c'est toujours la même question. Donc là, on a dit, ce qui est juste, c'est ça ou ça. D'accord? Et ça, on a viré, ça, on a viré. Laquelle de ces formules permet d'obtenir des indices de prix par la recopie vers la droite? Donc on l'a mis là, et on voudrait le recopier vers la droite pour obtenir l'indice de prix. Bah regardez, un indice de prix, c'est quoi? Ça serait E3 divisé par C3. Donc si vous voulez la recopier, en la recopiant, ça va faire avancer la lettre. D'accord? Donc celle-là ne peut pas être juste. Parce que si vous figez le B, d'accord, vous allez utiliser un indice de prix, des quantités. Donc cette fois, celle qui est juste, c'est la C. Parce que quand vous faites D3 divisé par B3, quand vous la recopiez, ici, elle va vous faire quoi? Elle va vous faire E3 divisé par C3. Et E3 divisé par C3, c'est exactement ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, la réponse ici, c'est la troisième. D'accord? Donc là, pour le coup, vous voyez, la première qui était juste précédemment, là, elle ne fonctionne plus, puisque en figeant à $B3, vous décalez pas. OK? Ensuite, on nous dit, il y a beaucoup de questions Excel là. Quelle formule doit-on entrer en H3? Donc c'est ici H3, hein, d'accord? Pour obtenir les coefficients budgétaires de 2005 par la recopie vers le bas. Donc ce qu'on veut, c'est que ce soit copiable aussi, d'accord? Donc le coefficient budgétaire, c'est quoi? C'est le prix par la quantité. Donc c'est un truc du genre B3 fois C3, ici, d'accord? Pour l'année 2005, divisé par une somme prod qui va impliquer la colonne B et la colonne C. On est d'accord? OK? Donc, premier, B3 fois C3, ça commence bien, divisé par somme de B3, B5. Quand vous faites somme de B3, B5, ça fait 6 plus 3 plus 10, ça ne tient pas compte du prix. Donc, c'est pas une somme prod. Donc, ça ne peut pas être ça, d'accord? Parce qu'il faut une somme prod nécessairement. Il faut en bas un produit scalaire. Le deuxième, vous faites B3, C3, divisé par somme prod de B3, B5, C3, C5. Donc c'est pas mal. Mais est-ce que ça se recopie, ça? Si vous la recopiez, ok, ça va faire B4, C4. Si vous la recopiez vers le bas, ça va vous faire B4, C4. Le problème, c'est que ça va aussi vous décaler les sommes prod. Ça va pas faire B3, B5, ça va faire B4, B6. D'accord? Et ici, C4, C6. Parce que tout est décalé dans les formules. D'accord? Donc celle-là, elle est bien, mais il manque des dollars. On n'a pas figé le dénominateur. Donc ça ne peut pas être celle-là. Puisque la question, c'est par la recopie vers le bas. Donc on veut que ce soit recopiable. Alors attendez, parce que si je continue comme ça, j'ai trouvé aucune qui soit bonne. Là aussi, il y a un problème. C'est bien ça, hein? C'est B3, B5 et C3, C5. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? Il faudrait mettre quoi? Il faudrait mettre des dollars un peu partout, là. D'accord? Entre le B... D'accord? Donc celle-là, pour moi, elle ne marche pas. Mais je suis un peu troublé parce que je vais voir que ça ne marche pas non plus, là. C3, F3, bon, C3, F3, ça c'est vraiment une question pour C3, F3, donc je vais faire les prix unitaires par l'indice et je vais diviser par C3, C5. Donc là, on sent qu'on a mis ça pour qu'on le barre, d'accord? Alors après, C3, F3, C3 par un indice, donc ça c'est faux aussi, d'accord? Donc il y a encore une erreur. Et ça fait 2 erreurs, quoi. Vos profs, il faut les virer, hein. Ok. Vous allez mettre celle-là. Donc celle-là, je vais aussi la neutraliser. Il faudra mettre des dollars pour que ça marche. D'accord?
En fait, vous avez compris, hein, si vous voulez recopier en dessous, vous devez faire une somme prod qui reste figée. Donc il faudrait mettre des dollars. Donc il y a un problème. Voilà. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a la question 5, j'en sais rien. L'une de ces formules permet-elle d'obtenir... Non mais ça, c'est pas normal. Hein. Il devrait y avoir une seule réponse juste. D'accord ? Donc on comprend que le jour de l'examen, si c'était vraiment ça le sujet d'examen, parce que j'ai peut-être fait une erreur de manipulation dans les fichiers, peut-être pris une version de l'examen qui était la version avant qu'on la corrige. Je ne me rappelle plus. Oui. Alors, attendez. Là, on est à la question 4. Hein, d'accord ? Dans la question 4, ce que vous voulez figer, d'accord, c'est bien, vous voulez sommer de 3 à 5. D'accord ? Et celle-là, vous voulez bien la sommer de 3 à 5. Donc, à la question B, d'accord, si vous voulez recopier vers le bas ici, ok, c'est bien devant le 3, entre le 3 et le 5, entre le B et le 3 qu'il faut mettre le dollar. D'accord ? Ok ? Parce que je recopie vers le bas, donc je suis toujours sur la colonne B. Si je mets un dollar devant le truc, ça ne marchera pas. Hein, parce que je vais retomber sur le 6 après et ça ne va pas aller. D'accord ? Donc ayez cette gymnastique. Vous voyez, c'est là où la question est un peu stupide. Parce que si vous étiez devant Excel, vous rentriez la formule et tout de suite ça vous mettra valeur. Et là vous dites, mais je me suis trompé. Et vous avez le droit à l'erreur et vous le corrigez. Le problème, c'est quand on vous le demande comme ça un examen, il faut y réfléchir avant, ce qui est un peu différent comme geste. Alors, l'une de ces formules permet-elle d'obtenir les coefficients budgétaires de 2010 par la recopie vers la droite? Donc, on voudrait le recopier là. Donc, pour le recopier là, ok, il faudrait faire du D4, C4, du D3, pardon, E3, ok, du D3, E3. Puisque, vous voyez, le problème, c'est que là, en fait, on va décaler de 1, donc on va avoir un plus 1, alors qu'en fait, si on voulait faire cette opération par une recopie, il faudrait décaler de 2. Là, il faudrait mettre du D3 multiplié par E3. On est d'accord? Ce serait ça qu'il faudrait mettre au numérateur. Et le problème, c'est que si vous recopiez une de ces formules, vous allez décaler que de 1 et pas de 2. Vous comprenez le problème? Donc, oui, non. Non, car il manque des dollars dans la formule. C'est pas le problème qu'il manque des dollars, c'est non pour une autre raison. D'accord? Et la raison, c'est que ici, il y a un décalage de plus 1, alors que là, il y a un décalage de plus 2. On est d'accord? Et donc, si vous le recopiez, ça va vous combiner des prix de 2005 avec des quantités de 2010. Donc, ça ne va pas. On est d'accord? Donc, cette fois, la réponse n'est pas ambiguë. C'est non pour une autre raison. Alors, que permet d'obtenir somme prod de H3, H5? Donc, imaginons qu'on ait calculé ça. Donc, c'est ça, hein, H3, H5, c'est coefficient budgétaire, avec F3, F5. Donc, on a combiné des coefficients de 2005 avec des quantités, des indices de quantité. Donc ça, c'est un quoi? Encore une fois, on combine ici, ça c'est des 2010 par rapport à 5, des quantités, et on les combine avec des coefficients budgétaires de 2005. D'accord? Et on fait un somme prod des deux. Bah ça, c'est exactement calculer un Laspert des quantités. Puisque vous prenez les pondérations initiales et vous les appliquez aux indices entre 2010 et 2005. D'accord? Donc, l'indice, le Laspert des quantités en 2010, base 100 en 2005. L'indice de valeur en 2010, base 100 en 2005, c'est n'importe quoi. Autre chose, c'est n'importe quoi. Donc, on a la réponse. OK? Que donne cette formule recopier une cellule à droite? Donc, vous prenez la même formule, mais vous la recopiez à droite. Donc, si on la recopie à droite, d'accord, ça veut dire quoi? C'est qu'on va prendre le coefficient budgétaire de 2010 et on va le combiner avec l'indice base 100 des prix.
D'accord? Donc vous allez combiner la structure de 2010 avec les indices de prix. Ça vous donne quoi, ça? C'est ça l'erreur. Vous pourriez vous dire, ah, ça donne un PAF des prix. Mais rappelez-vous que le PAF des prix, c'est pas ça. C'est le PAF des prix, c'est l'inverse du PAF des prix, c'est la moyenne pondérée par les coefficients budgétaires terminaux de l'inverse des indices de prix. Donc, la fausse réponse, la fausse bonne réponse, ça serait de dire, bah, c'est un PAF des prix. Mais non, parce que le PAF des prix, il n'a pas cette propriété agréable, qui serait celle que vous anticipez, qui est de dire, le PAF des prix, c'est simplement la moyenne des prix, des indices de prix, par les coefficients terminaux. Donc, le PAF des prix, bon, le LASPER des prix en 2010, base 100 en 2005, ça va pas marcher, d'accord, puisque c'est les terminaux qu'on met là, d'accord. Donc le premier est pas bon. Le deuxième, le PAF des prix en 2010, base 100 en 2005, est presque bon, mais n'est pas bon non plus. C'est autre chose. D'accord? Puisque je vous rappelle qu'un indice de Pache, c'est une moyenne de l'inverse des indices de prix. D'accord? Donc c'est autre chose. Donc cette fois, la question n'était pas très très facile. Ok. Que permet d'obtenir la formule somme prod D3 D5? Donc, alors on y va, on repère. Somme prod D3 D5, on fait ça, on combine D3 D5 avec C3 C5. Donc, moi je me dis, c'est quelque chose où on prend le prix en 0,5, ce que je mettrai sur mon brouillon, et je prends les quantités en 2010, d'accord? Et je le divise par quoi? Je le divise par le somme prod de C3 C5, donc le prix en 2005, multiplié par B3 B5. C'est ça qu'on a fait, d'accord? Et on a multiplié par 100. C'est quoi ça? C'est un indice de quoi? C'est un LASPER des quantités puisqu'on compare Q10 et Q5 avec les prix de 0,5. D'accord? Donc, ceci, c'est le LASPER des quantités en 2010, base 100 en 2005. Bon. C'est peut-être même pas la peine de regarder les autres. D'accord? On a trouvé, donc on ne va pas s'embêter à analyser des réponses qui sont fausses. Puisque normalement, il n'y a qu'une seule réponse qui est vraie. Que donne cette formule recopiée à droite? Une cellule à droite. Donc, attention, là c'est subtil. Si vous recopiez cette cellule à droite, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout décaler. Donc, vous allez mettre ici, ça va faire le... Si je le recopie à droite, d'accord, le D3, D5 qui est là, ça va être en fait un P. Le D3, D5 qui est là, somme des D3, D5, ça va être un P10, puisque ça va être un E3, E5. On le recopie à droite, d'accord? Donc c'est P10. Ensuite, on me dit, on va recopier le C3, C5. Si je recopie le C3, C5, ça va me donner un Q10, d'accord? Ok? Puisque je l'ai décalé. J'avais un D3, D5, il se transforme en E3, E5, c'est-à-dire un P10, d'accord? Et le C3, C5 se transforme en un D3, D5, c'est-à-dire un Q10. On est OK? Maintenant, au numérateur, vous avez quoi? Il n'y a pas de dollar. Donc le C3, C5 qui est là, il va se transformer en un... C'était un P5, il va se transformer en un D3, D5. Donc il va se transformer en un P10. D'accord? Et puis, le B3, B5 qui est là, il va se transformer en un C3, C5, c'est-à-dire en un P5. D'accord? Ok, je le reprends. C3, C5 va se transformer en un Q10. Vous avez raison, je me suis trompé. On est d'accord? Donc ça fait bien, vous avez bien C3, C5 qui va se transformer en un Q10. Ok? C'est quoi ça?
La quantité que je viens d'écrire, c'est quoi? Multiplié par 100. C'est un page des prix. D'accord? Donc, est-ce qu'on nous propose le page des prix en 2005, base 100 en 2010? C'est pas ça, puisque c'est le page des prix en 2010, base 100 en 2005. D'accord? Donc ça peut pas être ça. C'est pas un Lasper. Donc c'est le page des prix en 2010, base 100 en 2005. C'est pas facile, ça demandait une concentration. D'ailleurs, vous avez vu que je me suis trompé. C'est la preuve que il faut bien l'écrire et le jour de l'interro, il faut pas aller trop vite. Ok, moi, évidemment, il n'est pas sûr que j'ai 20, moi, le jour de l'examen. Surtout s'il y a des questions un peu ambiguës qui sont posées. Mais il faut être concentré le jour de l'examen. Vous voyez, vous pouvez vite perdre un point parce que vous maîtrisez bien, mais vous êtes un peu trop sûr de vous, vous allez un peu vite. Moi, c'est mon défaut. Ok? Donc c'était ça l'examen. Il n'était pas si facile que ça, parce que d'abord, au début, il y avait quelques erreurs d'énoncé, et après, dans les questions à la fin, vous voyez, c'est quand même, ça demande un peu de gymnastique. Vous allez voir que on va passer à l'interro de novembre 2018, donc c'est celle équivalente à celle que vous allez avoir, et c'était beaucoup plus facile en fait. C'est ça qui a gêné les étudiants, c'est que du coup, on a fait des interros trop faciles, et l'examen était beaucoup plus dur, et donc évidemment, les étudiants ont dit mais c'est très compliqué l'examen. Ils ont anticipé que ça serait facile, et c'était pas facile. Donc c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est de faire des interros durs, un examen facile ou l'inverse? D'un côté, faire une interro facile, c'est donner un peu de confiance aux étudiants. La première, en tout cas. Après, je pense qu'il faut durcir la seconde. Et après, il faut un peu augmenter l'examen. Ça donne aussi un avantage à ceux qui travaillent régulièrement, finalement. Ça me paraît, moi, raisonnable. Mais malheureusement, on ne peut pas savoir exactement l'indice de difficulté. Moi, j'ai du mal à l'évaluer. Quelquefois, je dis « Ah non, mais c'est trop facile, là. » Bon, allez, là, ça va être facile, vous allez voir. Ok, donc là, on nous donne ces tableaux et on nous demande de compléter. Première question, ça commence vraiment faible. Hein. Vous avez les prix et là, vous avez les indices, vous voyez? On vous a donné les indices. Quels sont les prix en 2008? Donc, vous avez le prix en 2000 et vous avez le prix en 2000 et vous avez l'indice de 2008. Donc, on est d'accord que si le prix en 2000 vaut 4 et que l'indice vaut 200, ça fait combien le prix en 2008? Ça fait 8, c'est x2, puisque 200, d'accord, ça passe à 200, c'est passé de 100 à 200, donc c'est x2. Et ici, ça passe de 100 à 120, donc ça passe de 10 à 12, d'accord? Donc la réponse est A, ok? Quelles sont les quantités Je pense que cette question, tout le monde l'a fait. Bon, il y a comme des gens qui réussissent à avoir des points négatifs à l'examen, qui ont moins 2, d'accord? Donc ça veut dire que non seulement ils ne savent pas répondre à la question, mais ils font une erreur. Ils font des erreurs globalement. Bon. Quelles sont les quantités en 2008? Donc, on est d'accord, cette fois, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à ces indices. Donc là, on passe, c'est 5, et l'indice, c'est 20. Donc ça fait combien comme quantité? 1, ouais. On passe de 100 à 20, donc c'est divisé par 5, ça fait 1. Donc là, il ne faut pas se faire avoir. Hein. Et là, on passe de 100 à 125. Donc ça fait 5, puisque ça fait 4 fois 1,25. Donc, 4 pour A et 5 pour B, c'est pas ça. 4 pour A et 9 pour B, c'est pas ça. Aucune des réponses proposées n'est exacte, c'est ça. D'accord? Ok? Bon. Ça va, ça se fait. Hein. Ensuite, quelle est la valeur du panier de biens en 2000? Donc, en 2000. Donc, pour faire ça, il faut combiner les prix en 2000 avec les quantités en 2000 et faire un somme prod. D'accord? Ok. Donc ça fait, la valeur, c'est quoi? C'est 4 fois 5 plus 4 fois 10. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça fait 60. Puisqu'on fait le prix en 2000, tu par la quantité en 2000, plus le prix en 2000, d'accord. Donc la première, là, c'est vraiment pour les niveaux 20 pour le bien 1 et 40 pour le bien B. C'est quelqu'un qui n'a pas compris l'énoncé. D'accord? Et la bonne réponse, c'est 60, on nous la propose. Donc c'est bon.
Quelle est la valeur du panier de biens en 2008? Donc pour ça, il faut reconstituer. Hein. Vous vous rappelez qu'on avait vu que le prix, c'était 200, et l'autre, il était passé de 10 à 120, donc il est passé à 12. Là, la quantité, elle est passée de 5, et là, elle est passée de 4 à 5. Donc c'est ça, hein, qu'on avait. On avait trouvé ça. Donc la valeur du panier de biens en 2000, c'est 8 fois 1 plus 5 fois 12. C'est bon? 68. D'accord? On est d'accord? Ok, donc la réponse c'est aucune des réponses proposées n'est exacte. C'est bon? Ah, donc, vous voyez là il y avait quand même au moins 2 points à faire assez facilement, quoi. Peut-être que là ça va être un peu plus dur. Que donne la formule 100 fois somme prod B7 B8, c'est divisé par machin. Donc c'est pareil. Donc B7 B8. B7 B8, d'accord? C'est ça. Donc c'est les prix en 8, d'accord? B7 B8 c'est ça, hein. C'est cette quantité-là. C'est les prix en 8 combinés avec les quantités en 8. C7, C8, c'est là. Vous êtes d'accord? Et ça, on le divise par quoi? On le divise par le somme prod B3, B4. Donc B3, B4, c'est les prix en 0. D'accord? Et on le combine avec C3, C4. C3, C4, c'est les quantités en 0. Et on multiplie tout ça par 100. C'est quoi ça? Je ne me suis pas trompé, hein. J'ai bien fait C3, C4. Est-ce que c'est l'indice de page des prix en 2008 bas 100 en 2000? Non. Est-ce que c'est les quotients budgétaires? Non. Aucune des réponses proposées n'est exacte. En fait, ça, c'est juste ce que, à un moment, j'ai appelé l'indice des valeurs de 8 par rapport à 0 de PQ. D'accord? Mais on ne nous l'a pas proposé. D'accord? Donc c'est l'indice de valeur, en fait. C'est 68 divisé par 60, c'est ça. Bon. Ah, combien vaut l'indice de l'Asper des prix en 2008 bas 100 en 2000? Donc on nous demande de calculer l'indice de l'Asper des prix de 0,8 par rapport à 0. D'accord? Voilà. Donc on est d'accord que en bas, il faut mettre P0, 0, Q0. Et en haut, il faut mettre P8, Q0, 0. Le tout multiplié par 100. Le bas, on l'a déjà calculé. C'est la valeur du panier de biens. D'accord? On avait trouvé 60, non? D'accord, donc mettons 60. Le haut, bah, il faut le calculer. Donc P08. Donc on va prendre les prix. Alors évidemment, là, je ne les ai plus. Donc c'était quoi? C'était 4 et... non, c'était 8. 8 et quoi? 8 et 12. D'accord? Donc il faut faire P8, 8. Et le combiner avec quoi? Avec les quantités en 2000. Donc 8 fois 5. OK? Plus 12 fois 4. On est d'accord? Donc ça nous fait le tout multiplié par 100. Donc ça nous fait du 8 fois 5, 40. 48. Ça fait du... Oh là, vous êtes rapide là. Ça fait quoi? 5 fois 8 plus 4 fois 12? Ça fait 88 divisé par 60, c'est ça? Hein? C'est ça? Je ne suis pas trompé? Multiplié par 100, et c'est-à-dire ça fait du 146,7. Ça marche. Donc c'est bon, on a une réponse. Et visiblement, la bonne réponse est celle-là. C'est bon? Pas trop dur. Et l'autre exercice n'était pas beaucoup plus compliqué l'année dernière. On comprend pourquoi il y a eu pas mal de gens qui ont eu 20 en fait. Hein. Je pense qu'il y avait au moins 20 personnes qui ont eu 20. C'est bon? Alors, oula, le produit de l'indice de Pache des quantités en 2008, base 100 en 2000, par l'indice de l'Asper des prix c'est un 0, d'accord? Il n'y a pas de fausse trappe. Bas 100 en 2000 permet d'obtenir
la valeur du panier de biens en 2008. C'est quoi ce produit? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Si on le divise par 100, c'est simplement l'indice de valeur de 0,800 PQ, d'accord? C'est la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Donc, la valeur du panier, non. L'indice de valeur du panier en 2008 base 100 en 2000 multiplié par 100. Ah. Si, attendez. Le 100, il est ici, d'accord? Donc, si je fais passer de l'autre côté, ça fait multiplier par 100. Bon, évidemment, si après on mettait dans l'énoncé divisé par 100, vous voyez, on serait à un niveau de subtilité. Là, on se dit que c'est peut-être un peu pour planter, y compris les étudiants qui comprennent, quoi. C'est pas aussi pervers que ça. D'accord? Si c'est divisé par 100 ici, vous êtes d'accord que je peux enlever ça, là, et puis je peux multiplier par 100 de l'autre côté. Ça me donne le même résultat. On est OK? Donc la bonne réponse, c'est celle-là. C'est bon? Autre chose? Bah non. Donc là, on a utilisé cette propriété. Elle est là, hein? Ah non, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là, mais rappelez-vous bien cette propriété. Parce qu'à la fin, il faut toujours poser des questions qui sont un peu plus compliquées que les autres. Bon, comme on a encore 10 minutes, je vous propose de revenir aux exercices qui correspondaient au chapitre 1 et qu'on avait posé la semaine dernière. Qui étaient les annales, en fait, de ça. Bon, on avait un peu avancé là-dessus, d'ailleurs, j'ai fait pas mal d'erreurs, en fait, enfin d'erreurs. Vous savez, il y a des fois, moi, où quand je fais ce cours, j'ai l'impression que des fois, des fois, c'est trop facile, et du coup, ça me trouble. Non, mais c'est vrai, hein. Du coup, il y a des petits pièges, et après, je check pas tout, parce qu'il y a des énoncés qui me semblent... Vous avez vu, on avait vu ça, tiens, on peut le refaire. Comme ça, on va voir si on s'est pas retrompé. Ça, cet exercice a été très mal réussi par les étudiants. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas facile. Et je crois que c'était moi qui l'avais choisi, en fait. Allez. Donc ici, on nous donne le PIB allemand, mais par trimestre. D'accord? Et à chaque fois, c'est le taux de variation du PIB trimestriel qu'on nous donne. Et c'est pas en pourcentage, en plus. On s'intéresse à l'indice du PIB trimestriel allemand basant au T4 2015. Quelle formule doit-on entrer dans la cellule C3, puis recopier vers la droite pour obtenir cette série d'indices? Donc, on veut prendre la base 100, T15, T4. Alors là, j'avais fait... Ah oui, je vous avais dit que j'avais fait une énorme erreur, une énorme boulette sur ma vidéo, là. D'accord? Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est... On voudrait partir de la base 100 et l'étendre. D'accord? Mais là, vous voyez que vous avez les taux de variation qui sont d'un semestre sur l'autre. Donc, ce qu'il faut, ici, pour obtenir, par exemple, celui-là, celui qui est là, c'est prendre celui qui est sur la droite, le multiplier par 1 plus 0,54 divisé par 100, et le mettre là. Donc, c'est faire ça et ça. D'accord? Donc, pour avoir le premier, il faut bien prendre celui qui est sur la gauche, le multiplier par 1 plus celui qui est au-dessus divisé par 100, et mettre le signe égal. Et en fait, si je mets cette formule et que je la recopie, cette formule que je viens de dire, c'est juste celle-là. D'accord? C'est faire. Là, si je mets B3, que je multiplie par 1 plus C2 divisé par 100, non, c'est là, excusez-moi. Je redis une bêtise, d'accord? Puisque ça, c'est bien... C2 divisé par 100, c'est bien le taux de croissance entre le 2016 T1 et le 2015 T4. Donc c'est bien ça qu'il faut combiner avec ça. J'ai encore dit une bêtise, j'étais trop vite. Donc c'est bien B3 qui est là, multiplié par ça, qui va me permettre d'obtenir la case qui est en dessous. Puisque ça, c'est bien 0,91%, ça a augmenté entre le 2015 T4 et le 2016 T1. Et donc, si je mets cette formule-là, je vais bien obtenir le résultat. Et il se trouve que Excel est intelligent. Si je recopie cette formule qui n'a aucun dollar, d'accord, il va tout le temps appliquer le même principe. Il va prendre le truc qui est là, d'accord, il va le combiner avec ça, et il va le mettre là, etc. Et donc, il va faire ça, il va le mettre là, et il va le faire comme ça. Et donc, si j'applique cette formule,
et vous pouvez le faire en regardant le fichier Excel correspondant, et ben, comme il n'y a pas de dollar, ça va vous permettre d'avoir la réponse. Donc la réponse, elle est là. Ok? On l'avait déjà vu. Je passe à la suivante. On nous dit que cet indice vaut 101,35 au T2 2016. Donc le T2 2016, il est là. D'accord? Donc il vaut combien en fait cet indice au T2 de 2016? Il vaut 100 multiplié par 1 plus 0,91 divisé par 100 multiplié par 1 plus 0,44 divisé par 100. C'est ça hein, ce que dit Balthazar. Non, c'est Gaspard. D'accord? Il nous dit, ça vaut 101,35. Est-ce que ce résultat est juste ou pas? Là, vous avez deux manières de répondre à la question. Soit vous me dites, bah, vous le faites sur votre calculatrice. D'accord? Et vous allez trouver que la réponse, elle est juste. D'accord? Si vous faites ce calcul, vous allez bien trouver quelque chose qui est 101,35. Mais, en fait, rappelez-vous d'un truc. C'est que ce que je viens de faire ici, c'est simplement que je viens de cumuler. Ça vaut bien 101,35. Donc ça a augmenté de 1,35%. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais 1,35. Évidemment, pour cumuler des pourcentages, il faut multiplier des multiplicateurs. Mais vous savez que quand la valeur du pourcentage est proche de 0, c'est presque comme des additions. Quand vous faites 1% plus 1%, ça ne fait pas 2% exactement. Ça fait 1,01 multiplié par 1,01. Ça fait 1,021. D'accord? Donc c'est proche de 2%. C'est un petit peu plus élevé. Mais ici, quand vous regardez 0,91 et 0,44, c'est vraiment des toutes petites variations. Donc, quand vous allez faire l'addition de 0,91 et de 0,94, vous allez trouver 1,35. Pourquoi? Parce que vous êtes à 3 chiffres après la virgule, ça ne sera pas la même chose. Mais à la limite, vous n'avez même pas besoin de faire le truc. Vous voyez qu'en approximation, ça sera 1,35. Le bon calcul, c'est comme ça. Mais ceci n'est pas très éloigné de 0,91 plus 0,44. Donc c'est un bon réflexe de le faire. D'accord? C'est plus facile de dire 1 plus 2 égale 3 que de faire 1,01 multiplié par 1,02. Et ça ne sera pas très loin de 3. Développement limité au premier rang. Donc que nous dit ensuite Melchior? Il dit c'est 100,44 au T4 2016. Le T4 2016, c'est là. C'est où? C'est là. D'accord? Bon, Melchior, là, il se trompe totalement parce qu'il nous dit que ça aurait augmenté de 0,48%. Mais vous voyez bien que ça a augmenté de 0,91, de 0,44, de 0,17 et de 0,39. Comment vous voulez qu'une augmentation de 0,91, de 0,44, de 0,17, de 0,39 nous donne à la fin qu'une augmentation de 0,48? Donc bien sûr que Melchior, il se trompe. D'accord? C'est même pas la peine de le calculer. Vous ne pouvez pas avoir une augmentation de 0,91, 0,44, 0,17 pour à la fin trouver 0,48. Ça ne marche pas. Selon Balthazar, l'indice a augmenté de 1% entre T1 2016, donc T1 2016, voilà, et T4 2016. Balthazar, il n'est pas meilleur que Melchior, hein, parce qu'il nous dit que ça a augmenté de... Alors, non, attendez, non. De 0,1 entre T1 2016 et T4 2016. Ah, peut-être qu'il a raison, lui. Il faut prendre T1 2016 jusqu'à T4 2016. Donc, il faut prendre... Attention, il n'y a que 3 variations. Il y a la variation de 0,44, d'accord? Donc, la première. Il y a une variation ensuite de 0,17, la deuxième. Et il y a une variation de 0,39. Et la question, c'est est-ce que ceci vaut 1,01? C'est ça la question qui est posée par Balthazar. Il a combiné les 3 augmentations, d'accord? 0,44, 0,17 et 0,39. Est-ce qu'il a raison ou pas? Si vous le calculez, oui, il a raison. Mais vous pouvez le faire exactement de la même manière. Vous pouvez dire, mais attendez, 1%, c'est quoi? C'est bien, c'est à peu près égal à 0,44 plus 0,17, ça fait 0,61, plus 0,39, d'accord? Ça fait 1%, à peu près, d'accord? Alors peut-être ça serait 1,01 ou 1,002.
croyez que le jour de l'examen, on va vous poser le truc avec 3 chiffres après la virgule? Non. Donc en fait, d'accord, la bonne réponse c'est l'un se trompe, les deux autres ont tort, ont raison. Ok? Pas facile. Pas facile du tout. Ok. Que permet d'obtenir la formule 100 fois J3 sur F3? Donc J3 sur F3, c'est, attention, 100 fois ça divisé par ça. Donc attention, ça concerne les indices. Donc vous allez diviser l'indice de 2017 T4 par l'indice de 2016 T4. Faire ça, tous les deux pris en base 100 dans la même base. C'est faire quoi ça? Un changement de base. Donc si vous divisez l'indice 2017 T4 par l'indice 2016 T4, vous obtenez l'indice 2017 base 100 2016 T4. Et ce qu'on nous propose, le taux de variation du PIB allemand, ça ne peut pas être ça, c'est pas un taux de variation. Le taux de variation du PIB allemand, ça ne peut pas être ça. L'indice du PIB trimestriel allemand au T4 2017 base 100 au T4 2016. Bravo, c'est ça. D'accord? Changement de base. On s'intéresse maintenant au taux de variation trimestriel moyen du PIB allemand arrondi à une décimale de pourcentage. Selon Tom, ce taux est de 0,7% entre T4 2016 et T4 2017. Donc T4 2016, d'accord, c'est là jusqu'à T4 2017. Tom, le calcul qu'il devrait faire, c'est, vous voyez que ça incorpore 4 variations. Le calcul qu'il devrait faire, c'est 1 plus 1,11 divisé par 100, multiplié par 1 plus 0,55 divisé par 100, multiplié par 1 plus 0,58 divisé par 100, multiplié par 1 plus, je ne me suis pas trompé, hein, T4 2016, il y a bien 4 variations, d'accord, 1 plus 0,53 divisé par 100, d'accord, et comme vous voulez calculer un truc moyen, ceci vous le mettez à la puissance combien? 1 sur. Il y a 4 variations. Un quart, d'accord? Et vous allez trouver le résultat. Bon, comme là aussi, les variations sont petites, pourriez-vous dire, mais attendez, peut-être que ce taux moyen, il n'est pas très différent de la moyenne des taux de croissance. Pourquoi? Parce que la moyenne arithmétique des taux de croissance, c'est une approximation lorsque le taux est proche de 0. Donc, regardons si c'est vrai. Si vous faites 1,11 plus 0,55 plus 0,58 plus 0,53 divisé par 4, vous trouvez combien? Ça fait 1,66 plus 1,11. Donc ça fait 2,71 divisé par 4. D'accord? Donc ça fait combien, ça à peu près? 2,71 divisé par 4? 0 0,39. 0,69. Franchement, on sent que c'est pas très éloigné de 0,70. D'accord? Et donc, il a raison, vous pouvez le vérifier. D'accord? C'est juste. Mais il faudrait faire ce calcul pour être rigoureux. De la même manière ici, pour Géry, d'accord? Lui, alors attention, Géry, il va du T4 2017 au T3 2018. Donc, il faudrait faire de petits calculs. Je termine là-dessus. Il faudrait faire 1 plus, il n'y a que 3 variations, 0,36 divisé par 100, multiplié par 1 plus 0,45 divisé par 100, multiplié par 1 plus ou moins 0,20 divisé par 100, le tout, le mettre à la puissance 1 tiers, et enlever 1. D'accord? Et ceci, d'accord? Ceci, ça va nous donner un certain résultat. Vous voyez que si vous le faites comme une moyenne arithmétique, vous allez faire 0,36. Il n'y a que 3 variations. Plus 0,45. Ça vous fait 0,81. Ou 0,91, pardon. C'est ça? 0,36 plus 0,4... Non. J'ai fait cette erreur-là la dernière fois.
Ça fait 0,81 moins 0,20. Ça fait 0,61. OK? Vous voyez, si vous le divisez par 3, c'est pas très éloigné de 0,20. Donc quelque part, bien sûr que le bon résultat, la bonne manière de faire, c'est de faire des multiplications. Mais quand les taux sont très proches de 0, ça va donner le même résultat. Donc, en fait, qui a raison? Les deux. Alors, vous voyez, c'est un peu pervers parce que je trouve que, voilà, regardez, là justement on nous propose les deux trucs. Bah, évidemment que c'est Stan qui a raison. Quand on calcule un taux moyen, il faut utiliser ça. D'accord? Mais ceci, moyenne G2, J2, n'est pas totalement stupide. D'accord? Donc ça c'est juste... Ça c'est une approximation. Donc moi je dirais... Je mettrais la réponse C en étant rigoureux, mais je trouve qu'on aurait presque pu mettre la réponse B en disant finalement Pat, il a raison de faire des additions plutôt que des multiplications, il n'est pas très loin de la bonne réponse et il est plus rapide pour la donner. Donc même s'il n'a pas exactement raison, il a le bon réflexe en fait. D'accord? Voilà, donc prenez de bonnes vacances. J'essaierai de faire une petite vidéo justement de correction de ça sur YouTube pour que tous les étudiants puissent la voir. En étant un peu moins rapide. Donc bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Peut-être en cours. Salut. Ça va? Ouais, excuse-moi, j'ai repensé. Je traînais les pieds ce matin.